Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à la revue des grandes unes de ce jeudi. On voit tout de suite en kiosque avec le quotidien La Nouvelle Expression qui met en sa une au plateau réconciliation avortée avec Sa Majesté Sokodjou. Une réunion s'est tenue à Baham en présence de Jean Kouété, secrétaire général du comité central du RDPC et plusieurs autres élites du département dans l'optique d'aplanir les divergences entre le préfet des Hauts-Plateaux, Ousmane Ouyampen, et Jean Ramo Sokodjou, mais l'absence du faux débat Menjou a tout déjoué, écrit le quotidien La Nouvelle Expression, de même que le journal parle aussi de lutte contre Covid-19. Monseigneur Cléda interpelle le gouvernement en déclarant que le coronavirus est vaincu au Cameroun. L'archevêque de Douala passe un message clair aux autorités chargées de mener la riposte. Selon donc Monseigneur Samuel Cléda, il s'interroge alors que le nombre de décès a considérablement diminué. Il ne comprend pas, il s'interroge sur les raisons pour lesquelles on continue de mener une riposte à coût de milliards de francs CFA. Pourtant, un remède local permet donc de maîtriser la maladie. De même que le journal parle aussi de l'Afrique du Sud avec la terreur chez le personnel de santé en Afrique du Sud. Depuis le début de la pandémie, 24 000 membres du personnel de santé ont été infectés par le coronavirus. Parmi eux, 181 morts. De même que le journal évoque aussi la grippe espagnole, les leçons à tirer de l'histoire. Des chercheurs ont confié que la grippe espagnole de 1918, l'une des plus dévastatrices de l'histoire, doit inspirer les générations actuelles. On poursuit cette revue de presse avec le quotidien Le Messager qui met en sa une Sadi face à un scandale. Le journal pose la question. Les non-dits de l'affaire de 8 milliards de francs CFA selon le quotidien Le Messager. René Sadi serait donc victime d'une cabale de ses contempteurs qui veulent le noircir aux yeux du président de la République, de même que le journal publie ce communiqué du ministère de la Communication qui indique clairement que le ministère de la Communication ou encore le ministre Sadi n'a jamais touché 8 milliards de francs CFA pour la riposte de Covid-19 et qu'en réalité, le montant global perçu par son ministère est de 100 millions de francs CFA qui avait été octroyé par le premier ministre chef du gouvernement dans le cadre de la prise en charge des impératifs de communication liés à la pandémie coronavirus. De même que le journal parle aussi de transport urbain dans les méandres de l'affaire Finex Voyage avec une enquête dans les agences après une fermeture de 8 jours consacré au deuil et au réarmement moral, écrit le quotidien Le Messager. De même que le quotidien Le Messager parle de sale temps pour les magistrats, parlant ainsi du Conseil supérieur de la magistrature. Une grande lessive s'annonce dans le corps judiciaire après le Conseil supérieur de la magistrature qui se tiendra le 10 août 2020. Des fortes sommes d'argent circulent pour sauver la tête des magistrats corrompus. De même que le journal parle de Human Rights Watch qui veut savoir sur la gestion des fonds de solidarité pour la santé. Lévis Mudge, directeur pour l'Afrique centrale à Human Rights Watch, demande au ministre de la Santé publique de faire de sorte que les sommes versées au Fonds de solidarité pour la santé soient mises à la disposition des établissements médicaux qui ont un besoin pressant de soutien, publier les informations relatives à la gestion de ce fonds et enquêter sur d'éventuelles irrégularités, écrit le journal. De même que le journal parle aussi de l'affaire Mamadou Mouta, les avocats exigent la présence des 24 militants à la barre. C'est dans une lettre de protestation adressée à la présidente de la Cour d'appel du centre que le Conseil des 161 prévenus d'appel s'est saisi de la juridiction à propos de ce sujet. Voilà donc pour ce qui est de cette actualité, de même que le journal revient sur ces faits divers à Campo, le sous-préfet et les populations à couteau tiré sur la gestion des fonds des royalties reversées dans le cadre de l'exploitation des forêts communautaires, des forêts
communal. Les populations qui ont donc et leur chef en tête qui ont barré la voie aux exploitants forestiers de la place. Le sous-préfet qui a pratiquement subi l'affront du chef de ce village, Sa Majesté Irène Evina, qui voulait illico presto le versement des 31 millions de francs CFA censés atterrir sur le compte du GIC dont chargé de gérer ces fonds. Voilà pour ce qui est donc du quotidien Le Messager. Le journal Émergence met en sa une mesure gouvernementale pour Covid-19, mesure insuffisante pour relancer l'économie. Les opérateurs économiques et hommes d'affaires avaient d'ailleurs émis un certain nombre de doléances pour favoriser un meilleur déploiement de leurs activités, mais jusqu'ici, ces mesures sont donc jugées insuffisantes, écrit le journal Émergence. Cameroun Tribune met en sa une réintégration des ex-combattants, ça bouge à Boya, agriculture, élevage, formation en informatique, métier de la coiffure et de la couture sont entre autres opportunités offertes à une quarantaine de jeunes repentis qui viennent d'achever leur formation. Au total, 106 pensionnaires déjà accueillis par cette structure régionale depuis sa mise en service, écrit le quotidien Cameroun Tribune. Le journal parle aussi de monde post-Covid-19, création des richesses, le numérique résolument. Le journal indique donc que pour rester opérationnel durant cette pandémie, de nombreux opérateurs économiques et entreprises n'avaient pas d'autre choix que les solutions liées au digital et le pays devrait se préparer sur tous les plans pour un basculement total, écrit le quotidien Cameroun Tribune. Le journal Le Quotidien de l'économie parle de la BEAC, 250 milliards de francs CFA supplémentaires pour soutenir les banques commerciales. De même que le journal fait le bilan de la coopération Cameroun-Union européenne depuis la mise en œuvre des accords de partenariat économique APE au 31 décembre 2019. Le quotidien Mutation parle de mésaventures Covid en file indienne. Une centaine de Camerounais bloqués depuis mars au pays de Mahatma Gandhi. Déjà 7 morts dans les rangs. Un certain nombre de dispositions, des dispositions ont été prises pour leur rapatriement, mais cela est resté vain, notamment le ministère camerounais des Affaires étrangères, des Relations extérieures, qui a saisi l'ambassadeur du Cameroun en Chine pour intervention pour assistance à ces Camerounais en Inde. Il faut dire que le Cameroun ne dispose pas de représentation diplomatique en Inde. La situation est devenue quelque peu compliquée et ces Camerounais ne savent plus à quel sein se vouer. Voilà pour ce qui est donc du quotidien Mutation. Le journal satirique Le Popoli met en sa une Conseil supérieur de la magistrature, les clés d'un report. Précédemment prévu pour le 6 août, le Conseil supérieur de la magistrature a été donc reporté au 10 août, c'est-à-dire 4 jours plus tard. Et sur cette caricature, évidemment, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, s'apprêtant à monter à bord de son véhicule, il pose la question au président de la République: si on me demande des raisons du report, Excellence, et le président Biya de répondre tu leur dis que le songo et le matango de Vomeka, c'est la patate. La patate, c'est-à-dire, c'est une expression à la camerounaise qui signifie simplement que l'on apprécie ce que l'on fait ou ce que l'on mange ou ce que l'on est en train de vivre. Donc voilà pour ce qui est donc du quotidien Popoli, sacré quotidien Popoli. Voilà, c'était donc tout pour cette revue de presse ce matin. Place à présent avec nos invités, en attendant évidemment que le deuxième arrive, Guy Hervé Fongan, que vous connaissez tous, présent ici ce jeudi. On est avec le doyen Camille Nélé. Bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, évidemment avec la question rituelle. Quelle est l'actualité qui vous a marqué depuis ces 4 jours? La question rituelle. Bonjour Jean-Paul Chouniat, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision.
téléspectateurs d'Equinox Télévision que j'ai découvert encore hier, qui sont placés très très haut au sommet de l'État, parce que j'ai rencontré un général de façon fortuite hier à l'hôtel Savoie, qui m'a dit que est-ce que vous savez que à l'intérieur du palais d'Etoudi, les plus hauts patrons regardent la revue des grandes unes le matin. Ça m'a énormément flatté et je constate effectivement que ce plateau est un plateau très attendu chaque matin. Le fait qui m'a frappé, c'est la tournée du gouverneur Midjiyawa Bakari dans l'extrême nord après la tuerie d'Alomaï Moscota. C'est-à-dire, on en a parlé, Equinox Télévision avait même fait un reportage, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas tout dit, parce que le gouverneur était non seulement porteur de la compassion du chef de l'État, mais des sacs de riz, des sacs de haricots, de la nourriture, de l'argent, des produits, et même le gouverneur est allé rendre visite aux blessés dans les hôpitaux, et il a fait le tour du propriétaire pour regarder, et sans oublier aussi de l'argent envoyé par le chef de l'État et son épouse pour conforter les comités de vigilance. Mais Camille, comment expliquer dans cette une du quotidien du journal L'Œil du Sahel qui dit que les populations boudent le don du chef de l'État? Et c'est ça le paradoxe, parce qu'effectivement, ni dans les reportages faits par CRTV ni par Equinox même, on n'a pas vu des populations bouder. Au contraire, les populations sont très 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 contentes, elles sont très enthousiastes, et tu vois les manières vous nous L'Œil du Sahel ne dit pas la vérité alors? L'œil du Sahel a certainement regardé de travers ce qui s'est passé, mais ce qui est certain, et les retombées sont sûres, et vous pouvez les recouper, parce que l'accueil du gouverneur et les cadeaux envoyés par le chef de l'État, la compassion du chef de l'État jusqu'aux blessés qui ont obtenu de l'argent pour une première guérison. Moi, je pense que ça a été l'une des plus grandes affaires comment on appelle ça, de réaction du chef de l'État après un massacre. Parce que ce massacre-là, ça c'est un vrai massacre où il y a plus de 20 personnes qui ont été tuées, mais seulement, au lieu que les ONG regardent ce massacre-là et en parlent, elles passent plutôt leur temps aujourd'hui à regarder la gestion du coronavirus. Alors que là-bas, de ce côté-là, c'est un drame humain considérable avec des villages rasés, des personnes qui ne savent plus à quel sens se ouvrir. Mais Camille, c'est vrai que ce n'est pas le sujet du jour, mais pratiquement là, vous mettez la presse au tribunal. Donc, CRTV, Equinox Télévision, L'Œil du Sahel, on fait exprès de ne pas dire la vérité sur cette affaire, un coup d'État contre le chef de l'État. CRTV a dit que les populations ont boudé l'offrande du chef de l'État. Equinox a dit que la population boudaient les offrandes du chef de l'État. C'est la question que je pose. Et maintenant, cette offrande-là, pouvait-on la bouder? Des centaines de victuailles, des remèdes, de l'argent pour les blessés, de l'argent pour les comités de vigilance. On peut bouder cela? Non, moi je pense qu'il y a plutôt, vous savez, les faits sont sacrés. Les commentaires sont libres. Moi j'ai l'impression que ceux qui estiment que les populations ont boudé, eux, ils se sont arrêtés au niveau des commentaires. En tout cas, ça c'est votre point de vue, Camille. L'Œil du Sahel reste droit dans ses bottes. Camille Nélé, on commence par cette sortie de Monseigneur Samuel Cléda qui indique que le coronavirus est vaincu, compte tenu du fait qu'il n'y a plus d'influence dans les formations sanitaires catholiques. Il a dit avoir guéri à peu près 9000 malades du coronavirus, mais se pose la question, n'arrive pas à comprendre pourquoi les chiffres qui sont annoncés chaque fois par le gouvernement sont plutôt des chiffres à la hausse. Mais on peut comprendre la fureur de Monseigneur Cléda, qui avait parlé au départ de son traitement. Ça a été regardé pratiquement de travers. Pour démontrer que son action était une action humanitaire, il mettait sa décoction en forme et il l'a donné gratuitement. Il a donné gratuitement. Il continue de dire qu'il offre gratuitement. Ça veut dire qu'il n'y a rien de mercantile là-dedans. Et il dit qu'il a traité 6000 personnes et parmi ces 6000 personnes, aucune n'est morte. Bon, je pense qu'au moment où on appelait, où les autorités sanitaires de ce pays ont appelé des spécialistes des pharmacopées traditionnelles. Moi, je pense que c'était l'occasion idoine pour dire que, bon, écoutez, nous allons expérimenter ceci et maintenant, on va ensemble voir les résultats. Mais que Monseigneur Cléda, qu'on ne peut pas traiter de menteur, qui disent que moi, j'ai guéri des personnes avec mon produit. Surtout qu'il y a eu des témoignages. Mais les témoignages fusent chaque jour. Moi, je peux vous dire, je ne peux pas vous citer le nom de personnes ici à Douala, de grandes personnalités, des magistrats, On a même dit à son temps que c'est le remède de Monseigneur Cléda qui avait guéri le gouverneur de la région de Littoral. Mais effectivement, le gouverneur de la région de Littoral avait bénéficié de cette formule. Or,
Comment donc prendre cette attitude du gouvernement à ne pas intégrer la formule de Monseigneur Cléda? Comment l'écarter systématiquement ou alors ne pas la prévoir, ne pas l'essayer? Parce qu'on se trouve dans une situation assez difficile. C'est pour ça que Monseigneur Cléda, en demandant pourquoi l'État est en train de dépenser des milliards alors que vous avez un produit ici qui ne vous prend rien du tout, qu'on peut développer, mais qui est offert. Mais est-ce que Camille, est-ce que c'est pas parce qu'au fond, quand même, c'est quand même beaucoup de milliards de francs CFA qu'il y a à gérer. On préfère gérer ces fonds sur la durée que d'accorder l'importance à une solution nationale qu'on pourrait internationaliser? À ce moment-là, on pourrait se demander si ce n'est pas une attitude tout simplement vénale de ceux qui se disent que face à cette calamité, on peut en profiter tant qu'elle dure, l'argent entre. C'est exactement comme certaines personnes disent que même les violences dans le sud-ouest et dans le nord-ouest, il y a certaines personnes qui ont intérêt à ce qu'elles durent, parce que plus elles durent, plus l'argent est dépensé chaque jour en logistique, en hommes, en armement et tout ce que vous voulez. Donc on peut se poser cette question-là en toute logique, mais sincèrement, je pense qu'au-delà des positions des uns et des autres, au-delà des positions du ministère de la Santé, au-delà de la position de Monseigneur Cléda, qui mérite vraiment chaque jour d'être examiné, je ne vois pas ce que l'État perdrait à effectivement expérimenter ce remède à une très très grande échelle dans les protocoles thérapeutiques qu'on applique sur les malades du coronavirus. Il faut préciser que Monseigneur Samuel Cléda a clairement indiqué que le coronavirus est vaincu si nous organisons très bien, à savoir mettre en place des dispositifs qui permettent de vaincre définitivement la maladie. Pour rester sur ce dossier coronavirus, on a évoqué tout à l'heure des milliards de francs que ça traîne, et ce sont des milliards de francs CFA qui risquent d'emporter certains membres du gouvernement, dont certains sont déjà cités. Un journaliste sur la place de Yaoundé a indiqué clairement que le ministre René Manuel Sadi a reçu 8 milliards de francs CFA du ministre de la Santé publique, Madaouda Malachi, dont on présente aujourd'hui comme un Malachi Gate avec la gestion des fonds Covid-19. Camille Nélé, cette sortie, comment comprendre cette déclaration en grande pompe, et le ministre de la Communication qui a clairement dit que son ministère n'a perçu que 100 millions de francs CFA octroyés par le Premier ministre chef du gouvernement dans le cadre des impératifs pour la communication autour Covid-19. Comment comprendre ça? Est-ce toujours cette fièvre de remaniement ministériel où un journaliste dit qu'il a été séquestré par le ministre, bâillonné, ainsi de suite? Quelle lecture vous faites de tout ça? Vous savez, moi je suis toujours suffoqué par ces gens qui prédisent le remaniement ministériel pour dans quelques jours. Vous savez, c'est depuis 2018 qu'on annonce un remaniement ministériel. Tout de suite après les élections, on l'annonçait. On est déjà en 2020 en train de finir, le remaniement n'arrive toujours pas. En fait, le président de la République a habitué les Camerounais à sortir son remaniement en son temps. Donc cette fièvre de remaniement qui est en train de s'intensifier, particulièrement depuis 7 ans, moi je ne sais pas si c'est une manière de mettre la pression sur ceux qui ont peur de partir ou bien sur ceux qui même s'il faut salir certains qui peuvent paraître très honorables. Bien évidemment, on a tous lu la sortie de ce journal, beaucoup plus dans les réseaux sociaux, parce que c'est après qu'on la voit dans les journaux, mais on a aussi vu la sortie de ce journaliste qui a accusé nommément et directement, de façon explicite. Sans pouvoir apporter les preuves. Bon, la preuve alors, parce que c'est bien beau d'accuser, mais il faut aussi être en mesure d'apporter les preuves. Et c'est pour ça que M. Sadi, qui s'est ému et qui a commis un droit de réponse, bon, maintenant, le journaliste a le devoir d'apporter les preuves. S'il n'a pas de preuves, ça devient de la calomnie, ça devient de la diffamation, ça devient de la propagation de fausses nouvelles. Mais qu'en est-il? Il y en a qui se demandent si c'est une cabale, il y en a qui se demandent si c'est une façon de vouloir désarçonner le ministre Sadi et d'autres ministres, parce qu'il n'est pas le seul cité. Mais c'est lui seul qui a eu affaire à ce journaliste, justement, qui a sorti cet éditorial incendiaire. Donc, il y a toute une histoire qui est en train de se jouer à Yaoundé. Et ce qu'on peut observer, c'est que la presse elle-même, elle est divisée en deux. Il y a une grande partie de la presse, surtout paraissant du côté du centre et du sud, qui accuse, qui met Barlet Bichoka sur le bûcher, en disant que c'est de la fabulation, il raconte des histoires, il s'attaquait à lui. Et de l'autre côté, il y a aussi notre presse. Mais puisque le journaliste lui-même a indiqué que, en attendant compléter, il n'avait pas toutes les informations, mais il a pris quand même le risque
faire des déclarations. Il a fait des déclarations. Maintenant, est-ce que c'est professionnel? En faisant ces déclarations, il a dit que ces déclarations, il les a obtenues par des sources crédibles. Bon, maintenant, vous savez très bien le grand principe, on ne cite pas ses sources. Bon, maintenant, ces sources-là, lui ont-ils donné des vrais chiffres? Ou encore les preuves? Les preuves, parce que c'est difficile. Et là où on se trouve aujourd'hui, le ministre Sadi René, dont on connaît la probité, dont on connaît la tranquillité, qui est en train il est entré dans une colère noire. Maintenant, a-t-il effectivement perçu cet argent? Est-il en train de mentir? Peut-il avoir le courage de mentir à travers 8 milliards de francs à travers un droit de réponse qui a été publié Urbi et Orbi? Moi, je pense que cette affaire-là, on n'a pas fini d'en entendre parler, mais toujours est-il qu'il y a des gens qui connaissent la vérité. Aussi bien le ministre Manaouda Manachi, aussi bien... Faut-il que le ministre Manaouda sorte pour dire qu'il n'a jamais donné les 8 milliards ou alors il a donné les 8 milliards? Moi, je pense peut-être qu'il faudrait remonter jusqu'au premier ministère qui connaît effectivement tout sur les fonds débloqués en la matière. Donc, tant que le premier ministère n'a pas parlé pour dire que voici la vérité, bon, les gens resteront toujours dans l'expectative, mais toujours est-il qu'il est quand même assez malaisé de voir l'atmosphère empoisonnée par des accusations aussi fortes et aussi malveillantes. Camille, c'est vrai que ce n'était pas prévu. Toujours c'est sur cette une du quotidien, Le Messager, qui parle de l'affaire Finex. La sanction a été vite levée. Il ne fallait pas le temps de pleurer. Le gendarme et son collègue qui est toujours interné à l'hôpital militaire, à l'hôpital de la garnison militaire. Camille, comment comprendre cette situation? Mais la situation, en fait, l'article du Messager ne revient pas sur l'incident. Vous l'avez lu, il ne revient pas sur l'incident. L'article du Messager dit qu'effectivement, Finex, après cet incident, après une fermeture volontaire d'ailleurs de 8 jours pour le deuil, il a bien spécifié, et vous ignorez peut-être que depuis sa réouverture, Finex a accordé des tarifs 50% aux hommes montagneux. Camille, attention. Non, je continue. On ne fait pas la publicité. Non, je ne fais pas la publicité. Moi, j'ai lu l'article. Et là, cet article, en réalité, retrace plutôt la manière dont ce qu'est Finex et comment Finex est né. C'est pour cela que ça n'a jamais posé problème sur son parcours. Si, ça a posé un problème parce que les gens ne connaissent même pas le nom du PDG de Finex. Ils ne savent pas qu'il a été diplômé de l'ESSEC. Ils ne savent pas qu'il a travaillé à Mobilier. Camille, il y a eu un incident qui s'est déroulé là-bas. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à même de dire que plus jamais ça ne se reproduira plus? C'est lui-même qui l'a dit. Là, le principal, c'est ça qui m'a d'ailleurs attiré sur cette Effectivement, il a dit plus jamais ça, on ne verra plus jamais ça chez Finex. Et moi je pense que c'est un geste d'humilité aussi. Et l'article du Messager n'entre pas dans le côté scandaleux. L'article du Messager fait plutôt une introspection à l'intérieur de Finex. C'est ça qui est notable. Et c'est ça qu'il faut retenir, parce que l'incident est passé, ce n'est pas la première fois qu'il y a des incidents. Il y a des moments, vous avez vu ici, des compagnies de transport qui ont fait des cascades d'accidents avec plusieurs morts pendant plusieurs semaines. Là, c'est une mort d'homme sur une mort volontaire. Les autres cas d'accident, ce n'était pas prévu, surtout que c'était en pleine circulation, Camille. En tout cas, peut-être la précision valait la peine. Parlons maintenant de cet affront régulier qu'il y a entre les autorités administratives et les chefs traditionnels. Que se passe concrètement au sein de la préfectorale Kaminele? On n'arrive pas à comprendre. Il y a eu le cas de Sa Majesté Sokochou de Bamendou où le préfet Yampen l'a mis en garde que s'il continue à tenir des réunions sans son autorisation, il va prendre toutes ses responsabilités. On sait que la mesure à la mode, c'est destituer. Il y a eu le chef de Minkan dans le sud où le don du chef de l'État lui avait remis un seau et 2 morceaux de savon. Il a dit que ça ne l'intéressait pas. Le préfet l'a menacé de le destituer. Récemment, c'est au village, dans le canton Aka, dans le sud, notamment dans l'arrondissement de Campo, où le chef du village, Sa Majesté Ivina Irène, a clairement dit au sous-préfet, le sous-préfet lui a rappelé qu'il est son supérieur hiérarchique, et madame le chef du village lui a clairement dit qu'il n'est pas son supérieur hiérarchique, il est son collaborateur. Comment comprendre cette brouille
depuis quelque temps entre autorités administratives et autorités traditionnelles? Mais ça veut tout simplement dire que certaines autorités administratives font preuve d'un excès de zèle et qui n'est pas indiqué. Vous savez, ce n'est pas parce que vous êtes sous-préfet ou préfet que vous pensez que vous êtes devenu le roi. Et la manière par laquelle vous adressez à un chef de village, vous oubliez que dans votre propre village, vous êtes incapable de parler à votre chef de cette manière-là. Et ça, c'est ça qui est un peu... Le professeur Baïbek qui avait d'ailleurs cité le cas du préfet Yampen avec le roi, le sultan de Bamoul. Voilà. Donc je suis en train de dire que pour le cas de chef Soukudjo, j'ai l'impression que les gens n'ont pas fait attention au prétexte de cette lettre. C'est que Sa Majesté Soukudjo, qui est un esprit libre, dont on connaît la virulence des termes, avait reçu... Avant même les indépendances. Avait reçu dans sa chefferie Djekam Tchamine, Kawala, l'homme des cartons rouges, comment il s'appelle, Mbouamasok, qui était venu le consulter en disant qu'ils ont besoin de ses conseils. Vous savez très bien que ces trois personnes sont des personnes de la réputation incendiaire. Personne n'a oublié Cap Liberté. Et c'est en 1991, Djekam Tchamine est un redoutable homme d'action. Bon, et depuis 91, 92, il a disparu de la circulation, mais on sait de quoi il est capable s'il faut rentrer aujourd'hui dans le domaine de l'action directe. On connaît Mbouamasok, qui est l'homme des cartons rouges, dont les effets ont été ressentis pendant un bon moment. On connaît la virulence de Kawala aussi. Donc, ce sont trois acteurs politiques qui se sont présentés chez le chef Soukudjo comme des membres de la société civile, ce qui n'est pas complètement faux. Mais je pense que le préfet a eu peur. C'est la fébrilité. Il se dit que si ces trois démons-là viennent là, ça veut dire qu'ils sont en train de préparer. Et que s'il ne fait pas de point sur la table, on risque de le... Moi, je pense qu'il a fait un procès d'intention inutile et il a fait preuve d'un zèle un peu excessif. Il aurait pu continuer à observer, mais de là à donner une injonction d'une telle brutalité à un chef traditionnel, certes connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, mais bien dans sa bouche. Moi, je pense que, et beaucoup de gens pensent aussi que ça a été assez maladroit. Conséquence, maintenant, il y a une sorte de tourbillon, une sorte de panique entre les autorités administratives et les élites même de la région de l'Ouest. Parce que vous avez vu la dernière concertation où l'on trouve le secrétaire général du comité central, où l'on trouve l'honorable Ndato, vice-président à l'Assemblée nationale. Des plus grandes élites de l'Ouest qui se retrouvent pour essayer de voir, d'appeler peut-être le chef Soukudjo, qui a boudé, qui n'est pas arrivé. Moi, je pense qu'il y a une fracture. Mais la fracture, on va dire que, évidemment, c'est de la faute au préfet. Parce que le préfet n'est pas là pour m'atteler. Le préfet n'est pas là pour dire je suis votre supérieur. Le préfet est là pour dire au chef que voici ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait la paix. Et vous citez des cas. Des cas sont millions. Mais seulement vous ne citez pas aussi les cas où il y a des préfets qui concilient, des préfets qui ramènent la paix. Ils sont dans leur rôle, Camille. C'est leur rôle. C'est quand ils sortent de leur rôle que ça devient problématique. C'est effectivement pour ça que je dis que c'est une question de personne, une question d'excès de zèle, une question de réaction face à cet excès de zèle, à cet autoritarisme que certains chefs n'acceptent pas. Parce que quand on est chef de son village, on est chef de son village. Je vais vous dire une chose. C'est d'ailleurs ce que la dame m'a dit, le chef de village à Kaka dit au sous-préfet. Ouais. Et il y a une anecdote que moi je peux relever qui s'est passée à Yabassi il y a quelques jours. Imaginez un homme qui habite dans le village Ndogbele. Il est à Ndogbele, il n'a aucune qualité, aucun titre. Il coupe du bois. Et je dis, il coupe le bois alors que c'est interdit. Et maintenant, le chef du village arrive, le trouve en train de couper le bois. Il saisit ce bois. Et pendant qu'il va à la gendarmerie, pour dire aux gendarmes que voilà quelqu'un qui vient couper le bois à l'intérieur du village sans aucun droit, et bien immédiatement, il trouve le commandant de brigade qui est en conversation avec le préfet, le procureur de la République, qui est l'ami du coupeur de bois. Le coupeur de bois. Et qu'est-ce que dit le procureur au chef en question? Est-ce que vous avez le droit de saisir ce bois-là? Restituer restituer le bois. Sans demander si lui il a le droit de couper le bois. Sans demander s'il a le droit de couper. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose à voir avec les autorités, aussi bien administratives que judiciaires. Parce qu'on ne peut pas prendre parti, on ne peut pas dire à un chef s'il a le droit, qu'il n'a pas le droit d'interdire qu'on coupe le bois dans son village. Merci Camille Néléen, c'était tout pour cette édition de la revue des Grandes Unes. Toutes nos excuses pour ce faux bond que nous a fait Guillaume Fongan. Retrouvons-nous demain pour la dernière de la semaine.